l'inflation est un phénomène global aujourd'hui. C'est aussi un phénomène américain spécifique. Thierry Gill est à mes côtés pour évoquer la situation américaine, la situation des marchés aux États-Unis. Le président de Raymond James Euro-Equities. Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour Grégoire. Petit exercice d'analyse qui a été réalisé par les équipes de Raymond James. Là, vous êtes venu avec un schéma qui montre un peu les mécanismes d'inflation avec une perspective historique. L'idée des analystes de Raymond James a été de trouver des parallèles entre la situation qu'on vit post-pandémie, on va s'inscrire dans cette séquence-là aujourd'hui, et la situation qui prévalait à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça, Thierry? Oui, alors l'étude est assez intéressante, parce qu'en fait, le travail qui a été effectué par notre stratégiste était en fait d'essayer d'aller voir dans l'histoire une éventuelle similitude, les conditions sont très différentes, dans laquelle, en fait, on a observé que l'économie était, en fait, restreinte, ce qu'on a connu sous le Covid et ce qui s'est passé. Encore une fois, on parle de la zone nord-américaine. Oui, bien sûr. Beaucoup là-dessus. Je ne parle pas de ce qui s'est passé en Europe de l'Ouest dans ces années-là. Mais, et on a trouvé des points une analogie assez forte. Si vous prenez ce que vous avez affiché à l'écran, on sait que, globalement, on part du bas. Généralement, lorsqu'on est face soit à une guerre ou à une pandémie, le rôle de la Fed est d'agir normalement, rendre les liquidités plus simples. On augmente la masse monétaire. Cela a une vertu, c'est que dans une économie, et c'est ce qu'on explique qui est plutôt en fait en train de se fermer, cette masse d'argent va avoir pour conséquence de créer en général une inflation au niveau des actifs. C'est ça. Ces actifs, ça peut être, alors comme c'était le cas dans la Seconde Guerre mondiale, c'est la période 42-45, après que les Américains soient rentrés en guerre après Pearl Harbor, sur des classes d'actions, sur la richesse des particuliers. Il y a eu un effort de guerre, les salaires étaient élevés et l'épargne était forte. On était vraiment dans une phase de, comme on l'explique, excess savings. Si on ramène ça à ce qui s'est passé l'année dernière en 2021-22, vous avez toutes des classes d'actifs, ce qui était d'ailleurs assez anormal en 2020-21, quasiment tout a monté. Les equities, les obligations, l'art, les bitcoins, toutes les classes d'actifs ont monté. Everything rally, c'était ça. C'était voilà, tout monté. Après, ce qui se passe, c'est que vous passez d'une période où vous êtes dans un excess saving à un excess spending, parce que cet argent ressort sous une forme ou sur une autre. Ouais. Ça a deux conséquences. La première, c'est de créer une déflation au niveau de vos actifs, et c'est ce qu'on vit depuis le début d'année, entre autres sur les marchés actions, avec une baisse de 20% pour certains indices, 27% sur le Nasdaq et d'autres, le Bitcoin qui s'est également écrasé de 80 000 à 30 000, l'or, c'est un peu moins le cas. Et parallèlement, vous créez une inflation sur, dans un premier temps, des biens, chose qu'on a déjà pu évoquer dans les mois précédents ensemble. On a vu que le consommateur américain, sous Covid, a essentiellement dépensé de l'argent. Je prends toujours l'exemple de l'écran de télévision, de vos canapés, c'est l'amélioration de votre habitat. Ce que l'on vit en fait depuis le début 2022 et qu'on commence à voir, c'est des dépenses qui vont... Il y a une espèce de transfuge qui se fait vers les activités de service. Ouais. C'est la restauration, c'est le loisir. Il y a une aspiration naturelle des gens à vouloir revivre. Et ça, vous recréez une inflation sur ces paramètres-là. Ce qui nous importe aujourd'hui, début juin 2022, c'est quelle est l'étape d'après et où on se situe. Les situations ne sont pas totalement identiques. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce phénomène qu'on a observé de excess savings, il a duré 2 ans et demi. Le Covid, on est dedans depuis mars 2020, mais globalement, la rouverture cas à cas se fait depuis le Q2 2021. C'était un peu plus court. Donc, ce qu'on observe en ce moment dans ce phénomène, c'est de savoir, c'est le phénomène d'inflation qui anime tout le monde, combien de temps ça va durer et quand est-ce qu'on peut espérer voir le bout du tunnel. La tentative de réponse qu'on donne, c'est que, et j'écoutais votre interlocuteur précédent avec beaucoup d'intérêt, il y a des différences entre la zone américaine et la zone européenne. Quand j'entends dire que l'inflation risque d'être en zone euro sur des niveaux de 7-9 en fin d'année, aux États-Unis, les anticipations, on est sur du 4, 4,5. On est début juin, donc comme dirait la palisse, on a déjà pratiquement la moitié de l'année qui est effectuée. On est sur des rythmes annuels en 12 mois glissants sur du niveau de 6, 6,2. Mais quand vous regardez les derniers chiffres du mois et quand vous regardez l'indice fétiche de la Fed, qui est le PCE, le Personal Consumption Expenditures, l'indice des prix... des dépenses de consommation. Les dépenses de consommation, voilà. Il y a une décélération qu'on a eu vendredi dernier. C'était pendant le long week-end, certains n'ont pas forcément observé, mais c'est un signe tangible. Quand vous regardez un autre paramètre qu'il évoquait également tout à l'heure,
Les salaires. Les salaires, c'est l'inquiétude majeure, parce qu'on craint toujours que quand les salaires commencent à entrer dans la composition de l'inflation, vous savez où ça commence, vous ne savez pas où ça s'arrête. On a connu ça dans les années 70. Là, aux États-Unis, il y a une décélération assez sensible. On était sur le second semestre 2021 sur un rythme annualisé de 6%. Vous êtes sur les 3 premiers mois de 2022 sur un niveau de 3,7%. C'est une raison très simple. Les capex augmentent, d'une part, et surtout, la situation de l'emploi est très importante. La Fed, encore une fois, la différence de la BCE, a double mandat. Lutter contre l'inflation, rechercher le plein emploi. À partir du moment où le plein emploi est une quête, vous allez essayer de remettre au travail tous ces gens qui sont restés à l'écart. Vous savez, la fameuse Great Resignation. Que moi j'appelle plutôt la Great Reallocation. En fait, les gens ont cherché à faire autre chose. Les gens n'ont pas rien fait. Ils ont cherché d'autres travails mieux rémunérés. Et c'est un peu ce qui s'opère. Donc, dans cette logique, où est-ce qu'on se situe ? La clé, c'est que l'outil, c'est la Fed. La Fed peut essayer de lutter contre les pressions inflationnistes en augmentant les taux courts. C'est ce qu'elle a fait au début des années 80, voire même avec Paul Volcker à l'époque, mais ça avait été commencé avec deux prédécesseurs dans la fin des années 70. Et ça, c'est l'outil le plus classique. La vraie raison qui fait que l'inflation diminue, et c'est ce qu'on a connu dans les années, et c'est pour ça ce travail qui a été fait par Stratégiste était intéressant sur la période 47-48, c'est qu'il faut que l'outil de production se reconstruise. C'est le côté supply, c'est le côté de l'offre. C'est ça qui va faire en sorte que de manière pérenne, vous allez pouvoir juguler l'inflation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? C'est encore timoré. On observe un certain nombre de certaines zones où on voit une reconstruction de la chaîne d'approvisionnement. On l'évoquait ensemble tous les deux en aparté tout à l'heure. On l'observe sur les semi-conducteurs. C'est un des aspects, c'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres. Mais un des aspects que vous devez regarder, et je finirai juste là-dessus, c'est les stocks. Est-ce qu'on assiste à une normalisation des inventaires ? Parce que si vous avez une conjugaison de capex qui augmente, et ça on l'observe depuis 1 an et demi déjà aux États-Unis, doublé avec des niveaux de stock qui sont en train de se reconstruire, à terme ça sous-entend une situation qui se normalise au niveau des chaînes d'approvisionnement, donc une inflation qui baisse. Et là, on va pouvoir envisager l'étape suivante, c'est qu'est-ce qui se passe sur les marchés. Oui, et non, mais avant ça, ce que vous décrivez là, aujourd'hui, de manière contemporaine, c'est l'idée qu'un soft landing est possible. Oui, c'est possible. C'est la question. Alors, je sais que c'est une question de timing, mais on en est aujourd'hui à cette question de timing. Est-ce que la récession aux États-Unis, il y aura d'autres récessions aux États-Unis dans l'histoire, évidemment. Est-ce que c'est pour maintenant ou est-ce que c'est encore une conversation prématurée ? Il n'y aura pas de récession en 2022 aux États-Unis. Il y aura peut-être une récession en 2023. C'est un sujet important que j'ai régulièrement avec mes clients. Et j'ai tendance à leur dire de m'avancer les arguments pour lesquels ils pensent qu'il y aura une récession. Nous, on ne le pense pas. Vous avez 3 acteurs qui interviennent dans une économie, l'État, les particuliers, les entreprises. 2 d'entre eux, pour l'instant, se tiennent toujours très bien. Les particuliers, on l'a déjà souvent évoqué ici. Et même si en ce moment, ils tapent dans leur épargne constituée, on est à peine à 10% d'utilisation. La création de richesse des épargnants américains, c'est 2,1 trillions de dollars. L'ordre de grandeur, c'est de la taille du PIB. Ils ont tapé pour l'instant qu'environ 200 milliards, environ à peine 10%. Donc il y a encore du temps. Et si on répète ce qui s'est passé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'idée c'est qu'ils aillent chercher environ 1/3 de cet excess savings qui le dépensent d'ici la fin de l'année. Ils ont encore des marges de manœuvre. Donc il ne faut pas accorder trop d'importance au sentiment des consommateurs. On le voit dans les enquêtes, il est quand même très bas, très dégradé. Il est bas et certains vont même plus loin. On a analysé les résultats, on en parlera peut-être tout à l'heure, des sociétés américaines qui ont publié. Il y a une surréaction à la baisse des marchés sur les résultats de Target et de Walmart. Sans quoi j'ai tendance aussi à... Enfin, j'ai répondu, avez-vous observé les résultats d'autres acteurs qui s'adressent à plutôt des gens dans le bas de l'échelle, entre guillemets. C'est Dollar Général, c'est Dollar Tree, c'était de bons résultats, des bonnes marges. Je ne parle pas de Home Depot, les résultats étaient bons. Donc, il faut être très prudent sur l'interprétation du consommateur américain. Le consommateur américain, c'est une étude publiée par un de mes confrères qui, pour ceux qui ont entre 1 000 et 2 000 dollars sur leur compte bancaire, avec une médiane à 1 400 dollars, ce qu'il avait en 2019 est devenu 3 200 dollars aujourd'hui. Donc il prend dans l'épargne, mais il a du cash. D'accord. Donc pour vous, dans le triptyque consommateur, État, entreprise, le consommateur va bien. Le consommateur, il suffisamment en tout cas. Ouais. En tout cas, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui le consommateur américain est dans un État qui met en péril la situation, en tout cas aux États-Unis. Ça, c'est pas vrai. Ouais. Et les autres parties prenantes, les entreprises, on a pour l'instant les résultats du Q1 qui ont été bons. Je rappelle que 80% des résultats publiés ont été au-dessus des attentes avec un delta de 5% à la hausse. En fait, mais ça, c'est le passé. Ce qui nous interpelle, c'est le Q2 et l'avenir.
On assiste à un tassement des marges, ce qui est normal, hausse des coûts de l'énergie, hein, enfin, entre autres, s'il n'y a pas que ça. Et on l'a observé dans les sociétés américaines. Les marges opérationnelles sur les boîtes du SPI 500, c'était en 2021, un peu moins de 17, 16,8. On est actuellement sur des niveaux sur 2022, à peu près à 17,3. On était, il n'y a pas encore pas très longtemps, à 17,5. On peut aller plus bas. Il va y avoir un travail qui va être fait par les économistes, enfin, et surtout par les stratégistes de marché, sur une révision baissière des profits aux États-Unis. Ouais. Mais elle pourra être, je ne dirais pas marginale, mais elle ne sera pas énorme. Parce qu'on a déjà les 6 premiers mois de l'année qui se défendent plutôt bien. Et vous n'avez pas de raison, au moment donné où l'économie est en train de se réouvrir, où le Shanghai est en train de réouvrir sur les chaînes d'approvisionnement, on ne voit pas tellement les ingrédients qui fait qu'on aurait un gros coup de frein au second semestre. Pas de récession pour l'économie américaine, pas de récession bénéficiaire, vous dites, pour les entreprises cotées, en tout cas sur cet exercice 2022. Non. La baisse des marchés, quand vous regardez vraiment, ce n'est pas tellement un réajustement des profits. Non, c'est les PE. C'est le prix, à travers la baisse du cours de bourse. C'est exactement ça. Ouais. Et cette étude qui est très complète, que nous avons faite, montre très bien la similitude qu'on a connue entre 1948 et 1950, où vous avez eu un écrasement de PE. C'est assez troublant, parce qu'en fait, le PIB décélère, mais la croissance des profits reste forte. Ouais. En conclusion, est-ce qu'il y a suffisamment de pessimisme dans le marché pour se réintéresser au moins tactiquement peut-être à la prise de risque Oui, nous on le pense. Alors encore une fois, il n'y a jamais un alignement des étoiles le jour J, mais on a pas mal d'indicateurs techniques qu'on ne peut pas évoquer ici, il serait trop long. Mais globalement, pratiquement tous ont été quasiment en phase de capitulation. Les fameux indices de la peur, le TRIN Index, enfin sur le marché américain, que c'est une mesure de sentiment de marché, le nombre de titres qui sera en dessous de la moyenne mobile, il y en a plein. Ils ne sont pas tous arrivés au même moment, mais on les a eu. Je retiendrai peut-être un chiffre. Vous avez plus de la moitié des boîtes du Nasdaq qui ont décroché de 50% sur leur plus haut. C'est beaucoup. Donc l'indice vous dit du Nasdaq moins 25 au plus bas. Le SPI vous donne moins 20 il y a 10 jours. Mais vous avez eu un dégât sous-jacent beaucoup plus important. Ça crée donc des opportunités. Où est-ce qu'on en a identifié ? Moi, je regarde en ce moment remettre un peu d'alpha dans les recommandations auprès des clients, donc le secteur des semis. Et il y a un secteur qui m'interpelle, c'est l'immobilier. Ça va vous paraître bizarre. Je reste encore un petit peu sur le côté juste le temps d'attendre que l'inflation est vraiment derrière nous, mais vous avez eu un décrochage de l'immobilier du fait de la montée des taux, alors que les profits ont monté de 150% en 12 mois glissants. Donc là, il y a peut-être une anomalie de marché entre la réalité opérationnelle des promoteurs, des entreprises liées au marché immobilier et ce qu'on voit effectivement avec les taux de mortgage qui se sont envolés. Oui, c'est exactement ce qu'on doit essayer d'identifier dans le marché, les opportunités. Merci beaucoup Thierry, merci d'avoir été avec nous pour évoquer donc la situation américaine et de Wall Street. Thierry Gill, le président de Raymond James Euro Equities, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve à 17h évidemment en direct pour une nouvelle heure complète sur Bismart.